Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de cette table, c'est un cocktail d'intelligence. Ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très affûtés. Sophie de Ravenel, bonjour. Bonjour, Ravi quel honneur. de vous retrouver, journaliste politique au Figaro. Merci d'être avec nous. Christophe Aguiton, bonjour. Bonjour. Sociologue, militant altermondialiste. Vous êtes notamment l'auteur du livre Pour la justice climatique, stratégie en mouvement. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. On salue également Laetitia Strauch-Bonnard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, rédactrice en chef à l'Express. Je renvoie à votre livre publié chez Perrin. Il est intitulé De la France, pays que l'on croyait connaître. Et Georges Marc, le grand Georges Marc est avec nous. Georges Marc Benamou, bonjour. Bonjour. Écrivain et producteur, merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si la grève à la SNCF fait désormais partie de la tradition de Noël. On se demandera aussi si la critique d'Anne Hidalgo fait désormais partie de la tradition politique à droite et en Macronie. On se penchera sur les 6 mois d'Elisabeth Borne à Matignon. On reviendra sur les secousses autour de la politique zéro Covid en Chine et sur la politique zéro contrainte de notre gouvernement face à l'épidémie. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, cette question. Y aura-t-il des trains à Noël? C'est une question qui fait désormais un peu partie du folklore de décembre. Ce week-end, vous le savez, les contrôleurs de la SNCF sont en grève. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur travail, de leur statut. En clair, plus d'argent. Et ils menacent même de reconduire la grève fin décembre. C'est une menace difficilement compréhensible pour Éric Woerth. Écoutez. Il y a suffisamment de problèmes dans notre pays et pour que les Français puissent vivre des vacances de Noël sereines. Et évidemment, ça va augmenter la dose d'incertitude, aussi de fatigue, d'une certaine manière, des Français et d'incertitude. Donc vraiment, c'est pas bien. Cette nouvelle grève à la SNCF est-elle ou non justifiée? Deux invités sur ce plateau sont très fâchés, ils ne sont pas du tout d'accord. On va essayer de les faire dialoguer, ça va être difficile. Deux invités avec d'un côté Christophe, de l'autre Laetitia. Christophe, vous avez 45 secondes pour nous expliquer pourquoi, oui, selon vous, cette grève est justifiée. Tout d'abord, c'est une grève qui vient de la base. Ce n'est pas des appareils syndicaux qui ont décidé qu'ils allaient mettre le bordel, entre guillemets, dans le pays. C'est des gens qui se sont mobilisés parce qu'ils croyaient qu'ils défendaient à juste titre leurs droits. Et pourquoi ils se mobilisent? C'est parce qu'aujourd'hui, l'inflation rogne largement leur pouvoir d'achat. Ils n'ont été augmentés que de 4% cette année, donc bien en dessous de l'inflation. Et ils demandent simplement l'intégration des primes dans leur salaire. Et c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe dans le pays. On voit le gouvernement qui multiplie les primes, les surparticipations, la prime Macron, etc., parce qu'ils ne veulent pas que le salaire augmente. Mais les prix ne vont pas diminuer l'an prochain, et tout le monde le sait. Donc ce que demandent les gens, c'est simplement de pouvoir, enfin en l'occurrence les agents de la SNCF, de pouvoir vivre décemment de leur métier. Et pour ça, ils demandent la réintégration des primes dans leur salaire, donc une augmentation de leur grille salariale. Et c'est votre dernier mot. Merci beaucoup, Christophe. Vous avez 45 secondes, Laetitia, pour nous expliquer pourquoi, selon vous, cette grève, elle n'est pas forcément justifiée. Alors, je ne suis pas fâchée. Non, simplement, la première chose qui est gênante dans ces grèves qui concernent les transports publics, c'est qu'il s'agit d'un service public. Et à la différence d'une grève qui peut se passer dans le secteur privé, en fait, les personnes qui sont directement touchées, ce sont nous. Une grève dans le secteur privé touche très, très indirectement les consommateurs. Elle va toucher l'entreprise et elle va impliquer des négociations au niveau de l'entreprise. J'ai l'impression que les gens, nous tous, nous sommes toujours pris en otage, alors qu'il s'agit quand même d'un secteur relativement bien protégé par rapport au reste de la population. Le salaire des contrôleurs, certes, n'est pas mirobolant, mais il est quand même bien supérieur à d'autres secteurs. Je me demande si c'est le bon contexte aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, et notamment le fait qu'il y ait une guerre sur le sol européen, si c'est vraiment le moment, en fait, d'exprimer des revendications catégorielles en permanence. Vous avez entendu le gong, vous allez nous trancher tout ça, Sophie. Qui vous a le plus convaincu? Encore une grève, encore peut-être une menace de grève à Noël? Oui, alors ça, effectivement, pour nous, les usagers, les consommateurs, c'est un vrai problème. Dès aujourd'hui, dès ce week-end, avec les menaces et puis en plus les retraites qui se profilent, c'est un vrai souci. Mais il y a effectivement des préoccupations qui sont justes, et notamment celles de ces contrôleurs qui sont finalement le visage de la SNCF, qui sont au bout, tout au bout, et qui récoltent toute l'agressivité de nous, des usagers qui ont vraiment, qui sont transportés dans des conditions difficiles avec des augmentations
de billets, du coût. Et effectivement, on peut revenir sur le budget de la SNCF, on peut revenir sur ce qui a été fait. Il reste que la situation de ces contrôleurs est compliquée. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre le doigt sur le fait que ces contrôleurs, cette grève-là, était totalement imprévue, qu'elle arrive comme une espèce de bulle en plus de celle prévue par les syndicats en vue des négociations salariales qui arrivent mercredi prochain. Voilà, absolument. Négociations annuelles. Voilà, et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que même les syndicats ont été débordés, puisque c'est une grève qui a été dessinée comme en interne, un peu comme un mouvement de gilets jaunes, indépendamment de toutes les structures syndicales. Alors évidemment, ils ont eu besoin des syndicats pour aller voir la direction, parce que il faut, depuis Sarkozy, pouvoir entamer le dialogue avant d'entrer en grève. Mais c'est vraiment indépendant, et c'est ça que je trouve intéressant sociologiquement, au milieu d'un climat social très compliqué, de voir qu'il y a des bulles comme ça surprises qui peuvent tout déstabiliser. Pourquoi Noël est encore menacé, Georges Marc? Quand on menace Noël, c'est le meilleur moyen de faire plier la direction avant même d'entamer ces négociations, vous l'avez dit, Sophie. Moi, je trouve que ça ressemble, c'est inquiétant en termes d'alerte sociale. Oui. Ça ressemble un peu à la grève de Total, un peu la grève surprise. C'est-à-dire, d'abord, mais là, c'est du public. Donc, les systèmes d'alerte de la SNCF et des pouvoirs publics, je ne sais pas s'il y a un ministre des Transports au gouvernement. Je ne sais pas, il y a voilà, non, mais on renifle. On va en parler pour Paris. C'est important, je pense, d'être ancré dans les territoires, de savoir ce qui se passe. Donc, problème d'alerte sociale, problème de dialogue social, et ça concerne les Français. Alors, sur Total, on pourrait dire que c'était le PDG avec son salaire faramineux. Là, c'est l'État qui est aussi défaillant dans le dialogue social. Là, cette grève et cette menace de grève, c'est la faute à l'État, entre guillemets. Non, je dis pas la faute à l'État. Je dis quand il y a dans le corps social des problèmes, et les contrôleurs, c'est un point sensible, tu l'as dit, du corps social. Il y a des systèmes d'alerte qui doivent fonctionner dans une entreprise comme la SNCF auprès du ministre des Transports. Et c'est assez inquiétant que l'État, de la même manière que la direction de Total il y a quelques semaines, n'ait pas senti cela. Ça s'appelle peut-être la technocratisation du pouvoir, en tout cas sentir l'humus du terrain. C'est une évidence. Pourquoi cette grève? Pourquoi cette menace de grève? On va écouter le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail qui explique son mouvement. Aujourd'hui, on a des contrôleurs qui ne sont pas reconnus, dont les difficultés augmentent, dont les missions, on leur demande d'en faire toujours un peu plus en termes de commercial, toujours un peu plus en termes de contrôle, toujours un peu plus en termes de sécurité. Et derrière, il n'y a pas cette reconnaissance qu'ils sont en droit d'attendre par rapport au métier qu'ils exercent. Laetitia, sur cette justification. Alors, je voulais aussi revenir, c'est la même chose sur ce que vous disiez, madame. En fait, il y a deux sujets différents. Il y a la question du comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des contrôleurs et de la reconnaissance, de la civilité, en fait, au quotidien, et la question de l'argent. Ça n'est pas la même chose. Je pense que la question de la civilité est bien plus grave. Et je pense que c'est aussi ça qui est exprimé, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce que vous voulez dire par civilité? Le fait qu'ils soient respectés, qu'on leur dise bonjour, que quand ils demandent de vérifier un titre de transport, on les envoie pas provenir. Enfin, on a tous assisté à des situations un peu limites. La situation est de plus en plus tendue. Ça, c'est grave, mais je ne crois pas que l'argent va résoudre ce problème, en fait. Et même, est-ce que c'est à l'État de nous dire, bon, alors maintenant, vous allez être gentil avec les contrôleurs. Je crois que chaque Français aussi devrait se dire qu'il doit, déjà respecter tous ses concitoyens, mais aussi ses agents. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, beaucoup plus que la question financière. Christophe, il y a eu une réforme de la SNCF en société anonyme. C'était la réforme Macron. Ça n'a pas permis d'apaiser les tensions au sein de la société? Non, clairement non. Et il y a en effet des problèmes d'incivilité, de relations usagers qui sont difficiles, mais il y a aussi le fait que maintenant, ils sont souvent seuls. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas quelqu'un qu'ils peuvent appeler pour calmer un 6200 contrôleurs en France, juste pour donner un chiffre. C'est peu, vu le nombre de trains en circulation. Et c'est souvent des gens qui font ce qu'ils appellent des découchés, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans une ville, ils ne peuvent pas repartir chez eux. 10 soirs par mois. Voilà, 10 soirs par mois, c'est beaucoup. Et c'est ça les primes. Et donc c'est des choses aléatoires, parce que si vous changez de ligne et que vous êtes sur un Paris-Rouen, vous rentrerez chez vous le soir dans la plupart des cas. Donc ils demandent quelque chose qui, je crois, est vraiment légitime. Alors c'est vrai que ça ne résout pas tout, l'argent, mais c'est aussi, quand on paye bien quelqu'un, c'est le fait qu'il soit reconnu. Il y a quand même un lien entre les deux, et je pense que cette grève est tout à fait justifiée à ce titre-là. Mais quelles que soient les revendications, il va y avoir encore des Français qui n'ont
pourront peut-être pas passer les fêtes en famille à Noël. C'est d'autant plus intéressant que c'est en effet une grève qui est partie de la base et de façon très spontanée. Ils ne sont pas mis en grève le 20 décembre. Ils sont mis en grève le 2 décembre. C'est-à-dire qu'il y a un mois maintenant. Et maintenant, c'est du côté de la direction et donc de l'État, puisque c'est évidemment 100% public, que les choses doivent être dites et discutées. Maintenant, c'est un appel immédiat et on peut tout à fait avoir un accord qui résolve le problème de Noël. On peut imaginer que du côté du pouvoir, on redoute des micro-incendies sociaux, si je puis dire, de ce type-là aussi. Parce que ça a éclaté spontanément chez les contrôleurs de la SNCF. Problème d'alerte, on l'a dit, mais ça peut effectivement se présenter sur d'autres secteurs et faire florès. Ce qui est intéressant, c'est de voir, si je peux me permettre, vous parliez tout à l'heure des signaux qui auraient pu permettre à l'État de repérer sur le terrain, mais je crois que ça s'est beaucoup joué sur les réseaux sociaux. Et là encore, c'est un signal qu'il faut entendre et une façon de sentir cette montée des tensions, parce qu'ils étaient sur des groupes Facebook fermés, parce qu'ils étaient sur des boucles Telegram fermées, qu'ils se sont organisés de cette façon-là. Et je crois que même les syndicats, je parle sous votre contrôle, ont été un peu débordés par la situation. C'est de la faute à Sarkozy, à l'époque où il y avait des renseignements généraux. Non, mais non, sérieusement, ça serait remonté. Non, mais soyons sérieux, sans défendre les renseignements généraux, il n'y a plus de maillage territorial pour avoir de l'information. Il y a 20 ans, éventuellement des renseignements généraux, l'information serait remontée. Normalement, dans une entreprise, vous avez un service de ressources humaines qui est censé faire ça, c'est aussi leur job. Il faut qu'ils se branchent sur les réseaux sociaux. Bon, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la SNCF, le fer de lance des luttes, c'était pas tellement les contrôleurs. On est un peu dans le même syndrome que les infirmières en 88, ça remonte à il y a longtemps. C'est des secteurs qui se mobilisaient peu. Ceux qui se mobilisaient beaucoup et qui se mobilisent toujours de temps en temps à la SNCF, c'est les conducteurs, évidemment. Mais les contrôleurs moins. Donc là, il y a une spécificité, ce mouvement est spécifique, notamment parce que c'est pas les syndicats qui sont... Oui. Et c'est pas la profession qui était traditionnellement le plus en Mais ce sont les seuls cheminots avec qui les usagers sont en contact effectivement. En face à face. Je crois qu'ils ont plutôt une cote d'amour dans les... Bon, je ne trouve pas si désagréable que ça. Non, c'est sûr, mais en fait, ils sont très tendus parce que, comme vous le disiez très bien, ils sont seuls la plupart du temps. Alors, la SNCF a promis de doubler, qu'ils soient au moins 2 sur les TGV. Et puis, il y a la situation des trains des grandes lignes, et la situation des trains express régionaux, dans lesquels, effectivement, on oublie souvent, mais la situation est aussi très tendue. Juste, c'est une petite dernière question. C'est un mouvement qui peut faire boule de neige. Si je vous entends bien, c'est aussi ça, peut-être le risque pour le gouvernement, Laetitia, Georges-Marc? Moi, je suis plutôt sceptique là-dessus. En tout cas, au sein de la SNCF, je ne vois pas trop. Peut-être dans la société en général. En dehors, je n'y crois pas. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était il y a 4 ans. Ça a très, très, très rapidement fait boule de neige et on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Là, ça me semble plutôt isolé. Moi, il me semble que ce sont justement des petits mouvements isolés. C'est peut-être ça le risque. On n'a pas de personne de cristal. C'est une abrasivité sociale due à l'inflation quand même et qui n'est pas illégitime. Je veux dire, c'est flagrant. Enfin, quand on écoute aussi bien des salariés que des patrons bouchers qui ont 5 boucheries qui vous disent que ils vont mettre la clé sous la porte et que personne ne s'occupe d'eux, en tout cas avec moins de vigilance ou de diligence que dans d'autres crises, là, on peut se dire que ça peut exploser. Enfin, quand vous entendez des bouchers vous parler des problèmes d'électricité ou des boulangers, vous pouvez dire que la colère peut être là. Enfin, et pour aller dans votre sens, moi je ne suis pas du tout sûr que ça fasse boule de neige tout de suite, mais c'est des indicateurs pour début 2023, parce que derrière, il y a une question de pouvoir d'achat qui est absolument majeure et le gouvernement a pensé... Avec une inflation des prix dans les supermarchés qui est appelée à grandir. Et clairement, le gouvernement avait pensé ou espéré que l'inflation soit très temporaire, qu'elle soit liée à la guerre en Ukraine. On s'aperçoit qu'évidemment, elle a des racines beaucoup plus profondes, que ça n'est pas que le prix de l'énergie. Aux États-Unis, où l'énergie est relativement bon marché, les prix ont augmenté de quasiment 10% aujourd'hui. Donc il y a des raisons sous-jacentes à l'inflation qui renvoient surtout à la création monétaire de ces dernières années et qui font que l'an prochain, les gens vont aussi demander des rattrapages. Et donc on aura des mouvements. Des indicateurs donc pour le gouvernement. 6 mois qu'Elisabeth Borne est Première ministre. Quels sont les vœux qu'on peut lui formuler? Vous allez nous le dire. En tout cas, 6 mois au poste de Première ministre, ça lui donne le droit notamment de planter un arbre dans les jardins de Matignon. Vous le voyez, elle l'a fait cette semaine. 2 jours plus tard, la même Elisabeth Borne engageait l'article 49.3 sur un nouveau texte. Écoutez. Pour tous les Français, et notamment les plus fragiles, les plus exposés, pour les protéger et les accompagner, nous nous engageons. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous remercie.
7e fois qu'elle engage le 49-3, Elisabeth Borne, donc 6 mois au pouvoir. On va faire son bilan. Georges-Marc, dans l'imaginaire des Français, c'est un peu devenu Madame 49-3, Elisabeth Borne. Oui, c'est-à-dire que théoriquement, le bateau aurait dû couler, quoi. Le bateau minoritaire, c'est quand on vit quand même, pour ceux qui ont de la mémoire, depuis 1958, une situation tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois qu'un gouvernement à ce point minoritaire, parce que Michel Rocard, il y avait 2, 3, 4 voix qui manquaient, là il en manque beaucoup plus, survit. Alors il survit avec un 49-3 dont il faut rappeler qu'il a été raboté puisqu'il se limite désormais Nicolas Sarkozy. Aux questions budgétaires. Alors c'est une survie et c'est assez miraculeux. Malgré le 49-3, enfin, il y a eu des occasions où elle aurait pu chuter, donc plutôt très bien. Deuxièmement, on peut regretter qu'il n'y ait pas de grand dessin d'Elisabeth Borne. Elle aurait pu marquer idéologiquement, au sens de une ligne, une exigence, une rigueur. Or, elle reste encore dans l'ombre d'Emmanuel Macron. On aurait pu attendre des gestes à la Pierre Mendès France, disons, qui était une école de pensée, d'une rigueur, d'une audace, etc. Pour l'instant, elle reste dans le macronisme et on ne voit pas bien émerger ce qui aurait pu être intéressant du en même temps, cette femme de gauche qui gère ça. Voilà, Sophie, en tout cas, peut mieux faire. C'est un peu miraculeux, la survie du bateau Borne, si j'ai bien compris, c'est un peu miraculeux après 6 mois. Après, je pense que le bilan est partagé. Alors, je vais jouer la macroniste médiane un peu, mais de fait, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de faire passer des textes, elle le fait. Alors évidemment, hier soir, on a vu quelque chose à minuit moins une que personne n'avait prévu. C'est une entente entre LR et les Insoumis, avec la proposition faite par les Insoumis le jour de la niche LR que tout le monde retire les amendements pour que un texte puisse être voté contre l'avis de la majorité. Donc ça, c'est exceptionnel. Mais globalement, elle fait passer les textes et c'est son job. Avec le 49-3. Absolument, mais elle y arrive. Elle le fait. C'est ce qui... Bon, après, j'en conviens. Le plus dur est à venir avec l'immigration, les énergies renouvelables, évidemment, et la retraite. Mais elle y arrive. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui demande, comme chef de la majorité, de préparer l'après-Macron? Pour l'instant, c'est pas trop politiquement son truc, même si on a vu, avec ce déjeuner un peu secret avec Nicolas Sarkozy, qu'elle avait réussi à rentrer un petit peu dans ce rôle-là. Après, là où je suis plus partagée, c'est sur ce qui est normalement aussi sa responsabilité, c'est d'animer un collectif. Est-ce qu'elle ne se fait pas un peu déborder par Bruno Le Maire et par Gérald Darmanin, qui sont quand même deux personnalités fortes du gouvernement, et avec lesquelles elle devrait pouvoir un peu... au-dessus desquelles elle devrait être, pour être encore plus précise. Ça, je pense qu'elle y a du mal, elle a du mal, et elle est encore un peu dans l'ombre de ses ministres. Je vais vous montrer un sondage Odoxa réalisé pour Public Sénat. Quand on demande aux Français si Elisabeth Borne est ou non une bonne première ministre, seulement 36% des Français répondent que oui. Comment vous expliquez ça, Christophe ? Je ne sais pas, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'elle n'avait pas subi le même sort qu'Édith Cresson il y a 30 ans. Comme si, d'une certaine façon, il était maintenant admis par la société française qu'il est normal qu'une femme puisse exercer tout type de responsabilité, y compris Premier ministre. Ça, c'est vraiment positif. Et c'est à mettre à son crédit et au crédit de l'évolution de la société de façon plus générale. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est les dossiers essentiels qui vont être ceux que va devoir traiter aujourd'hui Madame Borne. Il y a évidemment les questions de pouvoir d'achat, on en a parlé tout à l'heure à propos de la grève de la SNCF, et puis il y a la question de l'urgence écologique, climatique et de la biodiversité. Et là, il y a vraiment du pain sur la planche parce que le bilan... Parce qu'elle est en charge précisément de cette question. Sachant que les socialistes, aujourd'hui, ont fait savoir qu'ils étaient, par la voix de Boris Vallaud, disposés à voter sur les énergies renouvelables. On va bien voir donc, il y a des possibilités de mais négociation. Le travail est absolument énorme. Donc il y a un déficit sur cette question écologique. Oui, absolument, parce que prenez les énergies renouvelables. On est le dernier pays européen en pourcentage de population en termes de construction d'éoliennes ou de solaire. On est les derniers en Europe. Et on voit bien que miser tout sur le nucléaire, ça risque de nous coûter cher cet hiver. Bon, donc il y a un déficit sur les énergies renouvelables. MaPrimeRénov', qui est ce grand chantier de rénovation des bâtiments, s'est fait épingler par la Cour des comptes sur des problèmes justement de pilotage et de gestion par le sommet qui est très mal exercé. Sur la question de la biodiversité, on est censé diminuer massivement les pesticides. On s'aperçoit que d'année en année, ça augmente. Donc il y a quand même des bilans qui
sont pas bons sur ces questions-là, et c'est des questions absolument centrales. Et puis il y a une dernière chose, c'est en effet le 49.3 sur les questions non budgétaires. Et il y a deux dossiers. Une fois par session, elle a le droit de il y a deux dossiers qui vont arriver. Il n'en aura qu'un. Il y a l'immigration et les retraites. Ce sera l'un ou l'autre. Et ça va être un vrai sujet compliqué. Sinon, il faudra s'appuyer sur les LR. Mais ça veut dire voilà, c'est en pleine négociation là-dessus. Je donne la parole à Laetitia. J'aimerais juste qu'on écoute Elisabeth Borne. C'était au moment de son discours de politique générale. Elle se présentait, elle dressait un portrait d'elle-même. Écoutez-la. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. J'ai été ingénieure, femme d'entreprise, préfète, ministre. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge, servir. Je ne suis pas une femme de grandes phrases et de petits mots. Je suis convaincue que ces habitudes ont nourri les postures, la défiance et la crise de notre démocratie. Voilà Elisabeth Borne de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Laetitia, mission remplie, le contrat est rempli, on vient d'entendre la Première ministre à son arrivée. D'abord, sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente, je voulais compléter ce que vous disiez. Monsieur, vous dites qu'elle n'est pas marquante, mais en fait, elle a été choisie pour ne pas l'être. Et c'est tout le propre en fait, de la façon dont Emmanuel Macron dirige et conçoit la fonction présidentielle. Alors c'est une longue dérive depuis 1958, mais je crois qu'on atteint aujourd'hui le sommet de l'hyper-présidentialisation. C'est une sorte de haut fonctionnaire top qui est là pour organiser un peu le travail des ministres, mais elle n'est pas là pour penser quoi que ce soit, pour penser à l'avenir. Non, mais elle fait très bien le travail qu'on lui a demandé, mais on n'aura jamais plus, on n'aura jamais mieux. Moi, je pense fondamentalement, ça fait partie des choses que j'explique dans mon livre aussi, que la dualité de l'exécutif est un problème en France aujourd'hui. Ça a peut-être servi à une époque, mais aujourd'hui, c'est le président qui décide tout, et qui fait tout, mais il n'est pas responsable devant l'Assemblée. C'est le Premier ministre. Enfin, il y a plein de contradictions qui découlent de ce modèle, et on ne va pas les résoudre, en tout cas, dans l'état actuel de notre Constitution. Pas avec Elisabeth Borne. Si je traduis, ce que vous dites, Georges-Marc, c'est que Elisabeth Borne n'a aucun poids politique aujourd'hui. Oui, non, mais même je partage probablement votre analyse sur la monarchie présidentielle qui devient insupportable et dysfonctionnelle. Enfin, c'est pas la première fois. Moi, c'est ma théorie que j'ai développée dans un livre qui s'appelle Comédie française sur les petits présidents. C'était une expression de Mitterrand. On n'a plus que des petits présidents depuis Jacques Chirac qui foirent tout, qui n'arrivent pas à se faire élire ni même à se représenter. Donc il y a un problème institutionnel lié notamment au quinquennat, lié probablement à ce pouvoir bicéphale, à toutes sortes de choses. En tout cas, ce qu'on peut constater, si le président le président décide de tout, en effet, mais dans quelle ligne? On ne voit pas bien la ligne de ce quinquennat aujourd'hui. Le Premier ministre, effectivement, n'existe pas, il est un haut fonctionnaire. Il y a 2-3 ambitieux dans le gouvernement. Pour le reste, on ne connaît pas les ministres. C'est souvent des conseillers techniques érigés en ministres. C'est quoi ce pouvoir? Et effectivement, on vit la décadence de la Ve République. Avec ce gouvernement, Borne. Non, mais c'est pas stricto sensu. C'est vraiment un déclin institutionnel qui foire depuis la fin de Jacques Chirac. Enfin, moi, j'ai théorisé. Mitterrand l'avait vu avant sa mort, en fait, y compris la révolte des députés. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 2 demandes très fortes et contradictoires, peut-être ou complémentaires, aujourd'hui, une demande climatique très forte et une demande régalienne très forte. Les deux. Et les gens sont comme ça, c'est ni de gauche, c'est la complexité des temps. Et il n'y a pas de réponse forte de ce gouvernement à ces 2 demandes. Parce que, comme dirait Emmanuel Macron, c'est de la pipe, toutes les choses de Darmanin. Alors qu'on n'est pas capable de maintenir 300 personnes ramenées dans ce bateau. En fait, tout ça est devenu grotesque aux yeux des Français. Donc, déficit climatique, déficit régalien, alors où on va? Et en plus, l'économie ne marche pas. Juste, Sophie, parce qu'apparemment, nos invités veulent parler des relations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Elles sont comment, ces relations? Écoutez, elles sont... je crois que la priorité, et vous l'avez souligné très bien, c'était de trouver une femme qui puisse collaborer avec lui. Une figure féminine. Alors c'est toujours compliqué pour une femme d'être considérée un peu comme la caution, c'est-à-dire de dire on a son poste parce qu'on est une femme, etc. Ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé, chers consoeurs, on a tous été un peu dans ces moments-là. Peut-être qu'elle s'est elle-même interrogée sur le fait de savoir si c'était parce qu'elle était une femme, parce qu'elle avait un bras gauche qui pesait un peu plus qu'un bras droit. Aujourd'hui, je crois que ce qui lui est demandé, c'est effectivement d'aplanir
le terrain de ces réformes qui sont extrêmement compliquées à mener, et ces relations avec Emmanuel Macron sont plutôt bonnes, je crois, même si effectivement on arrive là dans une zone de turbulence avec à l'Assemblée du ressentiment sur la façon dont les choses sont menées, et elle va devoir gérer un peu tout ça. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez politique, beaucoup plus qu'on ne le dit, avec une image très technocratique, mais elle est beaucoup plus politique que ça, et elle sait, je pense, très bien où elle en est et où elle est. Allez, on va jouer. On va jouer, Georges-Marc. On va passer à la rubrique fake news ou pas. Je vous donne une info, quelque chose qui ressemble à une info. Vous me dites si c'est une fake news ou pas. Il y a quelqu'un qui est invaincu à ce jeu ici sur ce plateau, c'est Laetitia. On va voir si vous confirmez. On va battre Laetitia, on va essayer. C'est une première fois. Tout le monde, hein, c'est du collectif. Tout le monde, pas que vous, Georges-Marc. Ouais. On va commencer par un boycott, pas celui de la Coupe du Monde, non, celui de la Fnac. Louis Alliot n'ira plus dans les rayons de l'enseigne. En cause, un jeu antifasciste qui est commercialisé et qui propose de mettre le joueur dans la peau d'un groupe antifasciste. Vrai. Oui, attendez. Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, a donc décidé de boycotter la Fnac. Fake news ou pas? Georges-Marc, je vous laisse de côté pour l'instant. Qu'est-ce que vous... Moi, je pense que c'est vrai, mais... C'est vrai? Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce qu'il essaye de se démarquer un peu, Louis Alliot. Sophie? Moi, je pense que si ça a été vrai, ça ne l'est plus, parce Voilà. que je crois que la Fnac a dû changer de braquet. Ça a été vrai durant la période où la Fnac l'avait laissé. Non, mais ils l'ont remis, la Fnac. Oui, c'est ça. C'est que Louis Alliot a effectivement déclaré qu'il allait boycotter la Fnac. Le jeu, il s'appelle Antifa, le jeu. Il avait, dans un premier temps, été retiré des rayons par la Fnac à la suite de protestations d'élus d'extrême droite. La Fnac a donc finalement fait marche arrière. Allez, ce coup de tonnerre aux États-Unis. Louis Alliot ne s'est pas assez démarqué. Non. Ce coup de tonnerre aux États-Unis, on a appris cette semaine qu'Elon Musk allait racheter le Père Noël, les amis. Le nouveau patron de Twitter a rendu officielle sa toute première décision. Les lettres des enfants au Père Noël seront désormais payantes, Laetitia. Pardon, non, je ne crois pas que ce soit vrai. Non. Faux. C'est évidemment une fake news, c'est nos amis du Gorafi. On termine sur du foot, à la suite du match France-Tunisie que vous avez bien sûr tous regardé ici. Mercredi, TF1 a annoncé qu'elle allait porter plainte contre la FIFA sur TF1. Vous le savez, le match s'est terminé à 1-1 car la chaîne a décidé de lancer la publicité dès le coup de sifflet final. Manque de chance, l'arbitre est revenu sur le dernier but des Bleus. Score final donc 1-0 pour la Tunisie. TF1 s'estime lésée par l'arbitrage. Elle dit avoir subi un préjudice d'image et a donc envoyé une plainte à la FIFA. Fake news ou pas? Moi, je pense que c'est pas une fake news, et je pense que c'est terrible parce que c'est les pubs qui ont pris la place du sport, et c'est encore la société de consommation extrême qui... Le Figaro devient gauchiste. De fait, je plaisante à moitié. Plus rien ne va. C'est vrai. Pour moi, c'est possible. Eh ben, c'est vrai, effectivement. TF1 dénonce dans un courrier un dysfonctionnement et déplore un préjudice pour ses téléspectateurs et pour son image de marque. Elle est plus sérieuse. Jusqu'où ira le ras-le-bol de nos amis chinois contre la politique zéro Covid? C'est notre troisième thème. La semaine dernière, une dizaine de personnes sont mortes dans un incendie dans le nord-ouest du pays. La faute à la politique zéro Covid du régime qui a empêché les secours d'intervenir selon les habitants. Depuis, des dizaines de milliers de Chinois manifestent à travers le pays avec des slogans politiques. Certains, rendez-vous compte, demandent même la démission de Xi Jinping. C'est du jamais vu. Mais pour le moment, du côté des autorités, pas question de changer de ligne. Écoutez. La Chine est un pays où règne l'état de droit. Tous les droits et libertés légitimes dont jouissent les citoyens chinois sont pleinement protégés par la loi. En même temps, tout droit et toute liberté doivent être exercés dans le cadre de la loi. Nous pensons que sous la direction du Parti communiste chinois et avec le soutien du peuple chinois, notre combat contre le Covid-19 sera une réussite. Christophe, c'est impossible pour une dictature de reconnaître, une dictature comme la Chine, de reconnaître qu'elle a eu tort sur la politique zéro Covid. Bon, il y a une question Covid sur laquelle je dirais quelques mots, mais avant, il y a une autre question qui est tout aussi importante, voire plus, c'est que le régime a tenu à la fois par sa police et sa répression, hein, on le voit bien malheureusement tous les jours, mais aussi parce que pendant 20 ans, tous les Chinois ont gagné plus d'argent et plus de pouvoir d'achat. Évidemment, les milliardaires beaucoup plus que ceux du peuple, mais l'expansion économique de la Chine était telle que tout le monde s'est retrouvé gagnant. Et ça permettait au régime
de pouvoir afficher un résultat positif pour la totalité de la population. Et ce n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Il y a des crises comme dans l'immobilier où on voit des gens avoir acheté des appartements et ne pas pouvoir les récupérer parce qu'ils ne sont pas construits. Et puis on voit le chômage augmenter et le taux de croissance de l'économie ralentir beaucoup. Et ça va être un vrai problème pour le régime chinois. Maintenant, pour le Covid, qui est évidemment le déclencheur de tout ça, je crois que le régime est dans une contradiction absolument impossible. D'un côté, en effet, la politique zéro Covid ne fonctionne plus. Elle a fonctionné pendant un an, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ils ont sauvé beaucoup de vies, comme les Australiens, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Corée du Sud. Ce n'est pas que des régimes dictatoriaux qui ont fait ça. Ils ont été meilleurs que nous, les Européens ou les Nord-Américains. Mais jusqu'au vaccin. Jusqu'au moment des vaccins. Mais aujourd'hui, le problème du vaccin, c'est que les gens de plus de 60 ans ne sont vaccinés qu'à 70% et avec un vaccin qui n'est pas top. Non, vraiment pas top. S'ils ouvrent, ça peut être des millions et des millions de morts. Donc il y a une vraie difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à fermer le pays comme ils le font, mais s'il n'y a pas de vaccination, il y a un vrai risque social absolument énorme, qui a un taux de mortalité et des hôpitaux complètement submergés. Laetitia, cette contestation, ça montre aussi les limites de la propagande dans un État aussi verrouillé, même dans un État verrouillé. Eh bien, il y a des débords, il y a des contestations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut considérer cette crise comme une réaction à des mesures sanitaires, mais on peut aussi la voir plus largement comme une sorte de critique plus grande du régime. Alors, on n'assiste pas là à une révolution, mais quand même, quand on écoute les témoignages sur place, on se rend compte que les gens font le lien entre la situation sanitaire et les choix du régime. Ils estiment que ce sont des choix liberticides. Ils emploient les termes de droit, de liberté, d'état de droit, enfin, dans leur vrai sens, pas dans celui qui est utilisé par le régime chinois. Donc toute la question, c'est de savoir si c'est quelque chose qui va être durable. Là, je parle vraiment au plan politique plus généralement, au-delà du Covid, ou si c'est juste une étincelle qui ensuite est très variable en fonction des conditions économiques. Moi, je trouve ça plutôt très positif, en fait, de voir ce ras-le-bol s'exprimer. Les gens ont beaucoup souffert. Ça fait 3 ans, par exemple, que certains étudiants font tous leurs cours en télétravail. Déjà, pour nous, pour les étudiants en Europe, 6 mois, c'était beaucoup et c'était dur. On va regarder le nombre de cas Covid signalés. 35 800 signalés jeudi sur une population de 1,5 milliard d'habitants. Il y en a moins qu'en France. D'habitants ? Non, des malades. Juste pour revenir sur ce que disait Laetitia, dit que c'est pas une révolution. Vous êtes d'accord ? On voit des secousses, effectivement. Non, je dis pour l'instant. Pour l'instant, c'est des secousses. Il n'y a pas de boule de cristal là non plus. Mais enfin, quand vous comparez la société russe, la société civile russe et la société civile chinoise, c'est étonnant. Vous avez une sorte de bloc de glaciation qui ne bouge pas. Toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, alors que la société chinoise, curieusement, bouge et résiste plus qu'on ne l'aurait cru. Et moi, ce qui me fait dire que, par exemple, un Tiananmen, c'est-à-dire cette répression sauvage, symbolique, cachée, qui a fait des milliers de morts en 89, plus les prisons remplies, je ne crois pas qu'il soit possible. Je ne crois pas qu'il soit possible pour les raisons que tu as invoquées, c'est-à-dire qu'effectivement, la fragilité sociale de cette société, le consensus qui est mise à mal, c'est-à-dire qu'on gagne moins bien sa vie, donc c'est moins acceptable. Deuxièmement, les réseaux sociaux, quoi qu'ils pensent, même s'ils bouclent, il y a toujours du deep internet, en fait, des manières de se parler, et une société sociale où on voit civile qui fait bouger. Les flics ont un peu peur, les mesures sanitaires sont légèrement assouplies. Alors, faut pas préjuger, mais je pense qu'il peut y avoir une sorte de souplesse du roseau dans la dictature chinoise. Pour l'instant, c'est pas trop ce qui est montré après les décisions de la puissante commission des affaires politiques et juridiques du régime qui a décidé cette semaine, on l'a vu, il y a eu quand même beaucoup moins de manifestations, de resserrer très fortement la vis avec une décision de réprimer résolument toutes les manifestations. La différence moins violemment, si je puis, enfin de manière moins brutale et affichée que Tiananmen. En tout cas, il y a vraiment une tension très très forte chez les manifestants, une grosse crainte. Et la différence par rapport à Tiananmen de ce que nous disent, en tout cas, notre correspondant sur place, dont je vous recommande les articles du Figaro qui sont très documentés, Sébastien Faletti, toujours. Et je fais la pub parce que vraiment, il mène un travail assez incroyable, comme tous nos correspondants locaux respectifs. Mais c'est vrai que ce qui nous explique très bien, c'est que ces manifestations, elles ne touchent pas, comme pour Tiananmen, que la classe un peu étudiante aisée. On est vraiment là dans un mélange de classe ouvrière, de bourgeoisie et d'étudiants, ce qui fait une grosse différence.
ça touche tout le pays. Et on voit dans les manifestations un refus de politiser les choses, ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça entraîne du monde. On n'est pas forcément contre le parti unique, on est vraiment beaucoup contre la politique Covid. Et il faut savoir de quoi tout ça est parti, de cet incendie dans un bâtiment fermé. Voilà, une dizaine de morts, c'est quelque chose qui est vraiment très symbolique. Et il faut voir aussi ce que c'est que cette société économique chinoise. Il y a quand même le terme esclavage n'est quand même pas très très loin quand on voit les usines de téléphones dans lesquelles les salariés vont quand même de leur atelier à leur dortoir et du dortoir aux ateliers, des ateliers au dortoir et des dortoirs aux ateliers dans des conditions de vie et de travail qu'en Occident on ne pourrait même pas envisager de percevoir. Et ça, il faut le savoir aussi. Il faut avoir en tête la répression dans le Xinjiang des Ouïghours qui est quand même documentée. On a les images satellites, on ne veut peut-être pas le voir en Occident, mais ça, on l'a. Et donc, il faudra voir ce que c'est que cette société qui est un peu, pour moi, vraiment une marmite sous pression. Et je suis très incertaine sur l'avenir. Pour rebondir sur ce que vous dites, pourquoi on est fasciné ici en Occident, en France, par ce qui se passe aujourd'hui en Chine? C'est parce que c'est vraiment un contre-modèle de nos sociétés démocratiques, Christophe? Oui, et puis on a l'idée, et c'est vrai que la comparaison avec la Russie est intéressante, on a l'idée que c'est un pays qui est complètement bouclé, donc rien ne peut se passer, comme en Corée du Nord, où rien ne se passe. On a en fait une société qui est beaucoup plus vivante que cela. Hein. Il y a toujours eu des grèves en Chine, des conflits locaux sur toute une série de sujets. Hein. Bon, il y a des traditions qui sont millénaires aussi. Quand l'empereur est mauvais, on a raison de se révolter. Hein. C'était le président Mao Tse-tung qui disait ça, mais il s'appuyait sur quelque chose qui était très profond dans la société chinoise. Et aujourd'hui, en effet, le régime n'est plus capable d'offrir ce qu'il était censé offrir, c'est-à-dire de meilleurs niveaux de vie, et puis une protection sur des questions de santé. Hein. Il l'a fait pendant la première année, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et en effet, moi, je suis frappé comme vous par le fait que les gens de Foxconn, c'est ce qu'on appelle les immigrés de l'intérieur. En fait, c'est des gens qui ne sont pas... Oui, c'est l'usine qui fait de l'iPhone, et ils sont 200 000 ouvriers. Hein. C'est la première révolte contre la politique zéro Covid. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas été payés. Les primes promises n'ont pas été payées, ne le seront probablement pas. Mais ce sont des immigrés de l'intérieur. C'est des gens qui ont échappé, qui sont sortis de la campagne pour rentrer dans les villes alors qu'ils n'en avaient pas forcément le droit, et qui sont donc traités comme vous le dites, hein, c'est-à-dire dans des dortoirs qui sont de fait des prisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là se retrouvent en même temps que cette classe moyenne qui a fait, disons, l'expansion de Shanghai et de Pékin hein, en particulier, et les deux à la fois, c'est dangereux pour le régime. Politique zéro Covid en Chine, politique zéro masque ou presque chez nous, mais alors qu'une 9e vague montre le bout de son nez, plus 46% des cas en une semaine, on s'est un peu relâché, il faut le dire, au niveau gestes barrières. Et revoilà cette semaine les recommandations du gouvernement. Écoutez. On constate depuis plusieurs jours une recrudescence des cas de Covid-19 ainsi que de grippe, et nous sommes toujours dans l'épidémie de bronchiolite. Pour chacun d'entre nous, les gestes barrières peuvent paraître un peu loin, la vaccination un souvenir tout aussi lointain, et pourtant c'est bien dans ces moments-là qu'il faut redoubler de vigilance, retrouver les solutions qui nous ont permis de passer les différentes vagues de Covid-19. Bon, il y a quand même un air de déjà-vu là. Il y a un problème de culture, en fait, d'amnésie gouvernementale. Le chiffre des vaccinations à jour pour les gens de plus de 60 ans est absolument ridicule, de l'ordre de 20%. C'est par exemple cette population qui est la plus fragile aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une politique de communication, de relance des caisses sociales du gouvernement? On se réveille. Ah tiens, on a oublié, ils ne sont pas vaccinés. 80% des gens à risque ne sont pas vaccinés. On se réveille. Il y a quelque chose, moi, je dans le fonctionnement de l'État, pardon, hein, d'être peut-être de mauvaise aloi, que je ne comprends pas. On va, ah bah oui, ah bah les gestes barrières. Non mais, soyons précis. 80% des gens dans cette tranche ne sont pas à jour de vaccination. Et c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de l'application qui n'a pas fait de relance ou qui n'est pas à jour. C'est la faute des campagnes de pub qui ne sont pas là. C'est la faute en tout cas des haut-parleurs sociaux qui ne fonctionnent pas. Et ça recommence à chaque fois. Moi, je trouve ça aberrant. Alors, je vais vous montrer un avis, le tout premier avis du COVARS. Et c'est peut-être la faute des citoyens aussi. Enfin, je veux dire, oui, c'est peut-être plus collectivement. Ce premier avis du COVARS, successeur du Conseil scientifique, il y a un mois, il recommandait de clarifier notamment les messages de prévention. En prévision des épidémies hivernales, d'importants moyens de prévention doivent impérativement et rapidement être utilisés de façon maximale pour éviter de mettre en danger le système de soins. C'était le 24 octobre. C'est qui le COVARS? C'est le successeur du Conseil scientifique. Ah oui. Juste Sophie, vous êtes un peu d'accord, il y a un retard à l'allumage? Sophie ou Laetitia, hein, je vois que oui, là... Allez-y, Laetitia. Laetitia était... Je vous laisse la parole. Non, je trouve que le gouvernement navigue à vue.
Et c'est comme ça depuis 2017. Donc, enfin, c'est le gouvernement, la présidence Macron, ils prennent les crises les unes après les autres. Et entre-temps, il y a une énorme crise qui est la guerre en Ukraine. Il y a le problème de l'inflation. Donc, on a l'impression qu'ils sont débordés par les autres problèmes et qu'ils se viennent de se rappeler qu'il y avait aussi le Covid. Ça montre aussi la difficulté qu'on a dans ce pays à différencier le rôle du gouvernement de celui de l'administration. La politique anti-Covid, elle aurait pu continuer, mais prise en charge par l'administration. On n'a pas besoin qu'un ministre nous dise de porter des masques ou d'ouvrir les fenêtres. Moi, je trouve ça infantilisant. En revanche, on a besoin que l'administration chargée du sujet continue de travailler, ne s'arrête pas au moment où les cas baissent. C'est ça qui est incompréhensible. Ils veulent tout faire. Résultat, ils ne font rien. Sophie, vous êtes d'accord déjà avec les deux invités. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que finalement le gouvernement s'est réveillé cette semaine. Pourquoi il se réveille cette semaine? C'est juste parce qu'effectivement, il y a eu une augmentation des cas, mais il y a un mois, les experts nous disaient déjà, il faut commencer à anticiper déjà sur l'hiver. Moi, j'aurais tendance à dire... mettons un peu le pied sur la pédale parce que non mais de fait les cas ils sont quand même pas si nombreux. Non. Les cas, on est à plus de 50 000 cas par jour en France. On était à 500 000 par jour en janvier 2020. Non mais c'est ça, et je veux dire c'est totalement incomparable ce qui se passe. Je pense que là les Français ont pris conscience de ce que le Covid représentait, de la responsabilité personnelle. On nous parle bronchiolite, grippe, etc. Bon, alors les bronchiolites, faut savoir quand même la collusion bronchiolite-Covid, c'est pas possible. Je veux dire, ça ne sont pas les mêmes services. Ce ne sont pas les mêmes médecins, ce ne sont pas les mêmes respirateurs. Il n'y a pas de souci. La seule collusion possible, ce serait avec les grippes, parce que ça touche le même public fragile, même tranche d'âge, etc. Mais là, on n'est pas là-dedans non plus, pour l'instant, parce que l'épidémie a été déclarée, mais enfin, on n'est quand même pas à des stades. Après, on attend de voir ce qui va se passer en Chine, les conséquences, etc. Mais je pense que là, il y a quand même des enjeux, notamment d'énergie. On en reparlera peut-être, les conséquences sur l'électricité. Je pense que le gouvernement a des millions de sujets de préoccupation. Et que ce n'est pas une priorité. C'est pas forcément une priorité. Oui. Après, c'est la priorité de l'administration, en effet. Oui, c'est à l'administration de continuer. Oui, c'est à l'administration de continuer et c'est aux Français de prendre leurs responsabilités. Alors pour l'instant, je vous donne la parole dans une seconde, Christophe. Pour l'instant, le gouvernement recommande le port du masque dans les transports. C'est une recommandation et pas une obligation. Et ça ne plaît pas du tout au patron de la Fédération hospitalière. Écoutez, c'était sur notre plateau cette semaine. C'est ce qu'appelle la FHF, c'est donner la possibilité, pourquoi pas notamment aux maires, d'instaurer le port du masque, notamment dans les transports en commun. Il suffit de prendre le métro à Paris, et on est totalement bondés les uns contre les autres, donc ça facilite la transmission du virus, et surtout une campagne d'appel pour se faire vacciner. Est-ce que vous dites au gouvernement il faut le retour du masque obligatoire, notamment dans les transports et dans les lieux fermés? Je pense que ce serait en tout cas salutaire. Est-ce que ce serait salutaire, Christophe? Est-ce qu'il va falloir en venir à l'obligation, encore une fois, de porter le masque? Non, mais bien évidemment, on n'est pas du tout dans la situation chinoise. Il y a un taux de vaccination global qui est quand même important. Avec une efficacité du vaccin autre qu'en Chine. Bien meilleure. Et puis le fait que la plupart d'entre nous, je ne connais pas votre situation sanitaire, mais la plupart d'entre nous ont eu le Covid au moins une fois. Donc on a une forme d'immunité qui se crée par tout cela. Mais malgré tout, je pense qu'en effet, un peu comme cela a été dit tout à l'heure, que le gouvernement ne prend pas les choses suffisamment au sérieux, à la fois sur la vaccination et sur l'affaire des masques. Demander à ce qu'il soit porté, donc il y a une obligation d'avoir le masque dans les transports publics, moi ça me choque pas. Ça me choque pas. Il y a beaucoup de pays qui continuent à le faire et c'est pas quelque chose qui est liberticide. Ça n'a rien à voir avec un confinement. Il s'agit simplement que quand on prend le métro ou le train ou l'avion, on mette un masque pendant la demi-heure ou l'heure du transport. Sans doute ce serait idéal. Après, je sais pas si le degré d'acceptabilité des Français en matière de contraintes là cet hiver en ce moment est un peu conjugable avec cette. Évidemment, il faut inciter, pousser, recommander, obliger. Je suis pas certaine que ce soit possible. Il y a toujours un retard. Je pense que les gens vont finir par le remettre d'eux-mêmes aussi. Et c'est vrai qu'il y a... Moi, la première, je vois les autres qui le portent de plus en plus. Je me dis, allez, j'en ai remis dans mon sac ce matin. Je m'inclus dedans aussi. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens sont partagés entre l'envie de vivre normalement... Il y a un ras-le-bol encore, il y a une fatigue de cette épidémie et qui vient aussi du fait qu'on a un bon vaccin et qu'on a l'impression que c'est normal de l'attraper. Voilà, on se vaccine, 6 mois plus tard, on peut l'attraper, mais la forme, voilà. Ce qui change tout, c'est que les formes sont moins graves aussi. Mais faisons quand même attention aux chiffres. Il y a en effet 50 000, c'est beaucoup moins que les 300 000 il y a quelques mois. La semaine dernière, 400 morts. Donc on a un rythme de 20 000 morts par an. C'est pas des chiffres complètement secondaires. Il ne faut pas oublier la grippe. La grippe est pour l'instant... pourra aussi se rajouter. Et voire être plus pour revenir une mortalité plus importante. Sur le terrain politique, Sophie, c'est une question pour vous.
pour imposer le port du masque, il va sans doute falloir passer par un nouveau texte à l'Assemblée, un nouveau texte d'état d'urgence sanitaire en quelque sorte, parce qu'il y a un texte qui avait été voté cet été, qui avait levé finalement ces obligations. Est-ce qu'en l'état actuel, le gouvernement peut proposer un texte au Parlement et le Parlement décemment voter cette obligation dans l'état actuel des forces politiques, j'entends? C'est compliqué de savoir exactement quelles seront les réactions des partis et des formations politiques sur ce sujet. Je pense que du côté de la gauche, ça va être difficile à faire accepter. À droite, on a eu un débat quand même très houleux à l'Assemblée. Tout le monde se souvient de cette soirée avec la niche des Insoumis sur le retour ou non des soignants non vaccinés. Je pense que là, on est sur des sujets brûlants et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le degré d'acceptabilité de la population française. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la situation dans les hôpitaux et de la prise de conscience par les Français et soit évidemment d'un montée de ressentiment. On revient sur tout à l'heure ce que nous disions sur les tensions sociales dans le pays. Évidemment que les hôpitaux ne pourront pas s'arrêter, évidemment que les soignants ne vont pas arrêter de soigner, mais je pense que les Français vont prendre conscience de l'ampleur des retraits, des départs de toutes les infirmières, de cette situation tendue, et les partis vont évidemment à un moment réaliser qu'il pourrait y avoir un basculement si évidemment les chiffres augmentent, un basculement et ce qu'on craignait dans les précédentes épidémies de Covid, une sorte de blocage de l'hôpital public, et là prise de conscience qu'il va falloir imposer des choses. Affaire à suivre encore une longue semaine pour Anne Hidalgo. La maire de Paris est à nouveau sous le feu des critiques de la droite et du gouvernement. On lui reproche notamment une mauvaise gestion financière de la ville, et au sein de l'exécutif, on dit désormais ne pas exclure une mise sous tutelle de la capitale. Écoutez. Les chiffres sont éloquents, pour en prendre plusieurs, j'en prendrai qu'un. La dette, depuis le début du mandat de Mme Hidalgo, depuis 2014, a doublé. Il n'y avait pas le Covid en 2014. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Mais donc, est-ce que c'est un scénario que la ville de Paris puisse être mise sous tutelle ? Est-ce que c'est un scénario possible ? C'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Anne Hidalgo est-elle une mauvaise gestionnaire, ou ces polémiques sont plutôt politiques? Sont-elles plutôt politiques? Deux invités sont très fâchés sur ce plateau, ils ne sont pas d'accord. On va essayer de les faire dialoguer. D'un côté, Georges Marc, de l'autre, Sophie. Georges Marc, pour vous, vous avez 45 secondes. Bah oui, Anne Hidalgo est plutôt mauvaise gestionnaire. Oui, non, mais le procès, en tout cas sur la mauvaise gestion, il n'est pas nouveau. Il y a nombreux sont les journaux qui ont parlé de cette dette abyssale. Un budget à 9 milliards, une dette de 7 milliards, 52% d'augmentation des impôts locaux en dépit de la promesse électorale de Madame Hidalgo, 52%, pour faire quoi? Moi, je trouverais normal qu'il y ait des impôts plus importants s'il y avait un investissement esthétique. Or, cette ville est devenue une ville que les gens quittent parce qu'elle est étranglée, donc très polluée. La lutte contre le réchauffement climatique n'est pas réussie puisque la ville pollue beaucoup plus. La ville est devenue sale, la ville est devenue inesthétique, la ville lumière est devenue par moments, je pense à la place du Panthéon, une sorte de ZAD, on enlève les jolis bancs, on met un peu de béton. Donc il y a échec financier, échec esthétique, échec citoyen. Échec et maths. Sophie, c'est à vous, 45 secondes. Pour vous, ces polémiques sont avant tout politiques? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, ce que vient de nous dire Georges-Marc Benamou l'illustre totalement. C'est-à-dire que plutôt que de parler des chiffres de façon très très précise, vous êtes venu, et peut-être à juste titre, parce que c'est le ressenti des Parisiens, sur l'impression de saleté et la réalité de la saleté, l'esthétique de la ville, qui sont pour moi deux sujets différents. Et d'ailleurs, très bien exploités par l'opposition d'Anne Hidalgo, aussi bien chez les LR que chez les macronistes, avec monté au créneau deux futurs candidats à la ville de Paris pour les prochaines élections, qui sont venus parler du système de Ponzi, du nom de en 1920. Je vais vous épargner ça en 45 secondes. Mais enfin, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu entre 2016 et 2022 de la part de la ville de Paris une sorte de tambouille avec l'aval de Bercy, parce qu'il faut le dire, c'est l'État qui a autorisé la ville de Paris à cette tambouille. Mais ça, il faut conclure. Je conclus pour dire que, en fait, la ville de Paris est quand même notée de façon beaucoup plus bienveillante. Je continue par les agences de notation. Non, je ne conclus pas, je termine.
termine pour dire que la situation est beaucoup moins grave que l'on le dit, mais qu'effectivement, c'est un regard politique critique qu'on porte sur la ville de Paris. J'ai été sympa avec vous parce que vous venez peu, donc j'ai été sympa. Vous allez revenir du coup. Christophe, vous allez nous trancher ça, juste parce qu'on parle de mise sous tutelle. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est que la mise sous tutelle. C'est le transfert au préfet du contrôle des décisions administratives et économiques. Est-ce que c'est vraiment envisageable ou là, on est vraiment dans la communication politique pure et dure? J'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais ça m'apparaît en effet un peu exagéré, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en effet on assiste à une affaire strictement politicienne. Derrière les chiffres, il faut aussi les prendre dans leur totalité, hein. C'est-à-dire qu'on a eu un taux d'imposition pour ce qui est de la taxe foncière de 13,5 qui est passé à 20,5, c'est en effet 52% d'augmentation, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Paris était la ville qui avait le taux le plus bas, que la moyenne des taux dans les grandes villes de France est de 40%. Et ça, je peux vous interrompre une seconde, parce que effectivement, ce chiffre est vrai, mais en même temps, on a le prix au mètre carré à Paris est quand même nettement plus haut qu'ailleurs en France. Donc il faut relativiser. Exactement. Donc ça fait une taxe foncière en fait qui n'est pas si importante au vu de la valeur du logement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et puis il y a une autre donnée que les gens oublient souvent, c'est que la situation du logement à Paris est très particulière. Paris est une ville de locataires. 70% des habitants sont des locataires et ne sont donc pas impactés par la taxe foncière qui va toucher surtout des propriétaires qui sont en général des propriétaires assez fortunés. Parce que pour avoir un appartement à Paris, il faut avoir les moyens. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a autant de locataires dans cette ville, et ce qui est une situation tout à fait différente du reste du territoire, hein, qu'elle soit rurale ou urbaine. En France, on est à au moins 50% de propriétaires, voire plus. Hein. Madame Hidalgo, elle avait dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est une promesse. Donc c'est en infraction. Si je peux me permettre... Il y a des responsables. Hein. Parce que les vrais responsables, c'est pas Madame Hidalgo, pardon. Ce sont les Parisiens qui n'ont pas été votés. C'est cette aberration due au Covid, à cette élection ratée, etc. On va écouter juste la contre-attaque d'Anne Hidalgo et je vous donne la parole, Laetitia. Anne Hidalgo qui a contre-attaqué cette semaine. Le premier adjoint à la mairie de Paris est revenu sur ces accusations de mauvaise gestion. Écoutez. Il faut comprendre que la valeur du patrimoine de la ville de Paris, elle a augmenté plus de 2 fois plus que l'endettement qui est en face. Et donc c'est évidemment grâce à cela que nous avons des ratios financiers, c'est-à-dire une organisation de nos comptes qui est extrêmement positive. Voilà pour la contre-attaque, Laetitia. Il y a un acharnement contre Anne Hidalgo. Dès qu'il pleut, on dirait que c'est sa faute. Oui. Et moi, je vais défendre, c'est mon rôle ici. Défendre mon voisin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de la ville et de sa beauté ou sa saleté. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la politique et l'esthétique. L'esthétique d'une ville, c'est politique. C'est normal qu'en plus, très concrètement, les gens soient désolés de voir cette ville magnifique, parfois très enlaidie, et j'en passe. Et c'est de la faute d'Anne Hidalgo. Ben oui. Alors, ça fait suffisamment longtemps. Elle ne vient pas d'arriver. Bien sûr, elle n'est pas seule, et puis elle a hérité aussi d'une certaine gestion de la ville, mais elle est là depuis plusieurs années. C'est normal qu'on la tienne responsable et que sinon, on peut aussi tenir responsable les habitants, bien sûr. Si tout le monde jette des choses par terre, ce sont les premiers responsables. Mais ça, c'est une réalité. Mais on peut comparer avec d'autres villes. L'incivilité est quand même assez énorme. Mais d'autres villes aux alentours de Paris sont beaucoup plus proches. Moi, je me bats, ne serait-ce qu'après Noël, dans mon quartier UP de l'Ouest parisien, de tous les gens qui jettent leurs sapins dehors en se fichant totalement de qui va les ramasser. Encore les sapins, ça va. Voilà, mais si c'est pas les pires. Non, mais c'est tout. Et la seule chose, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, ce dossier sur l'esthétique de la ville, sur la saleté, sur des choix d'investissement, le mobilier urbain, évidemment, des choix d'investissement. Mais ça, pour moi, c'est pas le budget de la ville, c'est pas la question financière. Là, on est vraiment sur la question financière. Mais les gens, nous valent leur argent. Non, mais bien entendu. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi on investit 650 000 € pour un cœur, place de Porte de Clignancourt. Oui. Non, mais on est d'accord là-dessus. La question. Je m'inquiétais des lecteurs du Figaro qui nous regardent s'inquiéter de votre défense enflammée d'Anne Hidalgo. Georges-Marc Bellemou, j'aime bien notre boussole. Et par exemple, dire que quand l'opposition doit agir, il faut qu'elle le fasse intelligemment. Et par exemple, sur cette affaire de loyer capitalisé, il y a eu des accords avec Bercy dont j'essayais de parler très, très mal tout à l'heure, entre 2016 et 2022, sur 7 exercices différents qui ont permis de mettre ce qui aurait dû aller dans un budget d'investissement, dans un budget de fonctionnement, et lui permettre de boucler son budget.
cette année, Bercy, pour la première fois, lui dit c'est fini, on ne peut plus participer à ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé cette année de mettre fin à ça? C'est politique. Oui, c'est politique. Et c'est complètement politique. Et ça n'est que le jeu. Si je peux me permettre, juste pour terminer, ça n'est que 2,7% de l'ensemble de son budget. Et donc c'est totalement dérisoire. Votre défense de Mme Hidalgo est incompréhensible. Non, ce n'est pas son défense d'Anne Hidalgo, c'est la défense du budget. Il y a un problème économique, il y a un problème politique, il y a un problème esthétique. Je pense que tout ça est lié. Politique et esthétique sont liés. Quand vous n'avez pas le courage de faire travailler aux horaires syndicaux normaux vos employés, à peu près comme la mairie de Marseille, enfin, le niveau... Alors Marseille, on pourrait en parler. Parce que oui, d'accord, mais on fera un autre débat sur la mairie de Marseille. Parlons des horaires de travail à Paris. Parlons de l'organisation des horaires, je sais que ça ne va pas te plaire, mais à Paris, parlons de la manière dont cette ville est gérée, dont l'esthétique et la politique, c'est la même chose et je suis absolument d'accord. Bon, ce qu'on constate, c'est que la succession d'Anne Hidalgo est déjà ouverte. Est-ce qu'elle a encore la tête à la mairie, Anne Hidalgo? Moi, on me disait, voilà, cette semaine, on m'a dit, quelqu'un de proche d'Anne Hidalgo me disait, elle pense déjà peut-être aux prochaines échéances. Elle n'a plus tellement la tête à la mairie de Paris. En tout cas, son premier adjoint qu'on a vu, Emmanuel Grégoire, lui, a bien la tête à Paris. Il y pense beaucoup, mais c'est normal. Comme d'ailleurs Clément Beaune, comme d'ailleurs Gabriel Attal, comme d'ailleurs Rachida Dati. Tous y pensent un peu. Anne Hidalgo, elle est quand même un peu concentrée aussi. Jean Tibéry, non, je crois pas. Anne Hidalgo pense quand même beaucoup aux Jeux Olympiques qui vont être un enjeu pour elle si elle veut justement 2024 à Paris, si elle veut rebondir pour la suite et notamment briguer un poste à l'international, si jamais on imagine que c'est pourquoi les gens ils veulent? Attendez, mais ils ont des plans de carrière, quoi. Il y a un ticket. J'ai été maire de Paris, j'ai le droit à un poste à l'international. Mais attendez, mais quel est ce système? J'ai été ministre, je dois aller au FMI. Non, mais vous soulevez une question intéressante. Est-ce que la mairie de Paris est aujourd'hui encore un tremplin politique? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui la mairie de Paris est encore un tremplin politique après la dernière présidentielle? Je vois les paroles de mon voisin, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Non, mais c'est elle qui le souhaite. On a le droit de dire qu'elle a envie. Je pense au job d'après. Commencer par bien faire son travail avant de penser au job d'après. Je pense que c'est un peu inhérent à la vie politique et à l'humanité politique de se dire où je vais aller après. Donc c'est à nous de leur dire. Absolument. C'est à nous de leur dire, oui. Et Anne Hidalgo, je pense que tout le monde lui rabaisse ses ambitions un peu quotidiennement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que de toute façon, les ambitions d'Anne Hidalgo sont quand même assez limitées, depuis son parti jusqu'à la ville, y compris à l'international. Ce qu'on lui souhaite, c'est de prendre une retraite, parce qu'on ne va pas souhaiter de mal pour les gens. Elle a quand même une certaine efficacité là où elle agit, à l'international, notamment sur la gestion de toutes les grandes capitales du monde. Elle peut avoir un job. Mais pourquoi les gens ne retourneraient pas au travail? On refera un débat. Elle était inspectrice du travail. Pourquoi elle ne retournerait pas dans son corps, peut-être avec un meilleur... Non, mais écoutez, le débat est terminé. Merci. On reparlera bien évidemment d'Anne Hidalgo. On vous réinvitera Georges Marc. Apparemment, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Non, mais elle n'est pas antipathique. Comme chaque semaine, on termine bon. l'émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal? Sophie, vous allez commencer? Oui, alors moi, je voudrais commencer positivement parce que je faut être toujours trop optimiste avec Stéphanie Frappin qui le 1er décembre, a marqué... Voilà, merci. L'histoire du foot, parce que c'est la première femme française à avoir arbitré un match à l'international. Allemagne-Costa Rica. Absolument, les Allemands se souviendront de leur défaite, mais l'histoire de la défense, de la présence des femmes dans le sport se souviendra de celle-là. C'est Caroline Cayeux, et parce que effectivement... ministre de collectivité. Voilà, on peut avoir disons, le patrimoine que l'on souhaite, et heureux sont les riches. Mais la question, c'est que de remettre en cause l'estimation de son patrimoine par la HTVP, c'est-à-dire la haute autorité en charge de l'évaluation de ses patrimoines, j'ai trouvé que c'était pas très élégant. Qui a démissionné. Christophe, très rapidement. Oublié 4 millions pour le faire. Top flop, très rapidement. Vous avez oublié votre top flop, alors je regarde. Vous, c'est... le flop, ça commence par la météo. Très mauvaise météo en 2022. L'année la plus chaude jamais mesurée par Météo France. Ah oui. C'était une question que je pensais que nous allions discuter pendant l'heure de débat. C'est sur la situation climatique aujourd'hui, et avec ce qu'on commence à voir sur le bilan de l'année 2022, qui est une des pires qu'on ait jamais connues. Et donc, quelles sont les mesures à prendre? On a discuté un peu à propos du bilan d'Elisabeth Borne, mais il y a sur la question climatique quelque chose d'essentiel et qui malheureusement n'est pas fait. Et je vous recommande l'interview de François Ruffin dans le Figaro sur ce sujet. Vous avez réalisé votre top. Non, c'était la sortie du TCE votée par le Parlement européen.
hein, on n'a plus de chance. Je peux seulement dire, je suis vraiment désolé. Le TCE, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un traité qui permettait aux grandes multinationales de l'énergie d'attaquer des États qui prendraient des mesures écologiques ou des mesures sociales. Heureusement, la France en est sortie et le Parlement européen a voté une résolution qui permet la sortie de l'Union européenne de ce traité qui était favorable aux multinationales. 10 secondes. Alors, je n'ai qu'un flop et c'est Anne Hidalgo. On a compris. Qui se trouvait lundi à une réunion à Bruxelles qui réunissait des maires européens pour parler notamment de la reconstruction de l'Ukraine. Et je vous cite, elle parle au maire de Kiev, Monsieur Klitschko, vous devez avoir un plan si vous souhaitez reconstruire la ville, transformer les infrastructures urbaines et passer de la voiture au vélo. C'est très intéressant. Là, je trouve quand même que le décalage entre la situation de l'Ukraine et ses propos sont soit indécents, soit stupides. Marc, votre flop. Le flop, enfin, c'est la mort du président chinois dont j'ai oublié le nom, qui présidait la Chine au moment de Tiananmen en 1989. Donc, on parlait de Tiananmen, Jiang Zemin, et de cet horrible souvenir. Donc il faut s'en souvenir, ne pas oublier Tiananmen pour que ça ne ça recommence pas. Le top, c'est, je crois, les femmes iraniennes, évidemment, toujours vivantes et toujours combattantes. Qui luttent contre le régime. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous. Derrière votre écran, on me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. C'est une excellente nouvelle. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez vous revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.